Ce temps-là, ben, on a transféré les usines, ils travaillaient beaucoup plus que nous, ils nous exportaient tous ces biens, et nous on payait avec du papier, et donc on payait avec de l'émission de dette. Aujourd'hui, c'est un peu terminé cette histoire-là. Ils exportent comme des tordus, quoi. Ils exportent comme ils n'ont jamais exporté de toute leur histoire. Le Chinois ne réagit pas comme nous. En fait, quand on lui dit tu travailles, tu gagnes, ton travail rapporte 100, tu n'en dépenses que 80. Nous, c'est plutôt tu travailles rapporte 100, tu en dépenses 120. La grande question aujourd'hui, c'est si tu crois que la Chine va commencer à réinvestir cet argent, va favoriser une hausse de sa devise, à ce moment-là, donc favoriser la demande, la consommation intérieure, alors il peut y avoir un boom des actions chinoises de dingue. Et donc, il ne faut pas le rater. Bonjour Didier, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Je voulais te parler de la Chine aujourd'hui. Parce que on en a beaucoup parlé depuis quelques années sur la chaîne de la Chine. Et à l'époque, on disait acheter des obligations parce que la Chine est devenue et a pour ambition d'être le pivot de sa zone, de ce que moi j'appelais la Chine étendue, donc toute sa sphère d'influence. Et en conséquence de quoi, tout est en train de s'harmoniser avec le serpent monétaire chinois asiatique, le serpent monétaire asiatique, où il y a une convergence des monnaies pour avoir une croissance ricardienne. C'est-à-dire que toi, tu es au nord, tu fais du riz, moi je suis au sud, je fais des voitures, on va faire un pont, et puis comme ça, on va pouvoir s'échanger du riz contre des voitures, ça va bien se passer. Et cette croissance ricardienne, elle est en place aujourd'hui. Et le projet, c'était de dire la croissance va ralentir, les taux d'intérêt vont baisser, nos obligations sont montées, pas de problème. Et derrière, c'est la construction d'un marché intérieur qui va prendre le relais de toute cette industrie beaucoup basée sur les exportations. Et aujourd'hui, on en parlait, tu me dis, la Chine, ils n'ont jamais autant exporté, ils ont 80 milliards d'excédents commerciaux par mois. Par mois. Je veux dire, nous, on a 200 milliards de déficit par an. C'est ça. Comment la Chine se positionne aujourd'hui? Ça veut dire qu'en fait, ce mouvement que tu parles, il va bien falloir qu'il se produise un jour ou l'autre, parce que les déséquilibres... Ils exportent comme des tordus, quoi. Ils exportent comme ils n'ont jamais exporté de toute leur histoire. Donc, avec une économie qui a deux faces, on a souvent parlé, il y a tout ce qui concerne le marché immobilier qui a quand même pris un bouillon épouvantable, et qui est en train de se stabiliser. Et puis toute l'industrie qui, alors, par contre, boom à fond. Et effectivement, la seule façon pour faire cette transition entre une économie qui est très tournée vers l'exportation et vers le marché intérieur, il faudrait que la devise monte. Il faudrait que le yuan monte, que le pouvoir d'achat des Chinois monte vis-à-vis de l'extérieur, et puis qu'ils commencent à acheter, je sais pas, des sacs Vuitton, Parce que le deal sur le pouvoir, enfin sur le taux de change, c'était de dire, j'ai rien, je pars de zéro, en gros, je baisse mon taux de change, comme ça, je reçois de l'argent de l'étranger pour financer mes infrastructures, et en échange, je fais mes usines, mes machins, c'était la grande désindustrialisation de l'Europe vers la Chine. Mais au bout d'un moment, le mec qui fait des t-shirts, il en a plein le dos de bosser pour 3 copecs. Donc, quand on a de l'infra, après, on remonte le taux de change pour rééquilibrer le pouvoir d'achat. C'est ça qui doit se passer logiquement, parce que si ce n'est pas le cas, les déséquilibres continuent. Ils n'ont pas besoin d'argent, les Chinois? Disons que le Chinois ne réagit pas comme nous au fait qu'on lui dise tu travailles, tu gagnes, ton travail rapporte 100, tu n'en dépenses que 80. Nous, c'est plutôt tu travailles rapporte 100, tu en dépenses 120. C'est quand même pas tout à fait la même mentalité, et puis ils viennent de plus loin. Donc en fait, toutes ces générations sont extraordinairement heureuses de l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc ils ont moins de demandes sociales, beaucoup moins de demandes sociales qu'on connaît par exemple en Europe. Mais c'est sûr que ça pose un problème. Ça pose un problème parce que le niveau d'exportation chinois a une contrepartie, c'est que les autres importent. Et donc, nous, quand on continue d'importer, les Américains, etc., on continue d'augmenter la dette. On consomme plus que l'on ne produit. Donc, dans une situation, la régulation de ce phénomène, on devrait avoir une remontée. Ce qui devrait se passer, c'est une remontée du yuan qui donne plus de pouvoir d'achat aux Chinois, qui les incite à aller se balader, à acheter des tas de choses à l'étranger. Ça fait remonter aussi le coût de leur manœuvre. Si le coût de leur manœuvre remonte, à ce moment-là, les exportations vont passer de 40 milliards par mois, de 80 à 40. Donc on va avoir une régulation. Bon, alors, c'est ce que tout le monde attend un petit peu, si tu veux. Pour l'instant, ça ne se produit pas.
Ça ne se produit pas. Donc c'est-à-dire qu'ils continuent de serrer la ceinture. Ils continuent. Et nous, on continue d'envoyer des usines. Et on continue d'envoyer des usines. Donc quand on parle de la réindustrialisation de l'Europe, c'est une vaste blague pour l'instant. C'est une vaste blague. Qui dit ça? Bah, toute l'Europe. Je ne donnerai pas de nom. Je ne donnerai pas de nom. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Ce n'est pas ce qui se produit. Parce que la balance des paiements, on est d'accord, elle est essentiellement financée par de la dette. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc on a une situation de déséquilibre qui était structurelle, qui a bien servi, disons, l'OCDE, les pays de l'OCDE pendant 25 ans, puisque pendant ce temps-là, on a transféré les usines, ils travaillaient beaucoup plus que nous, ils nous exportaient tous ces biens, et nous on payait avec du papier, et donc on payait avec de l'émission de dette. Aujourd'hui, c'est un peu terminé cette histoire-là, d'où tous les troubles qu'il y a dans le monde économique. On paye comment? Pardon? On paye comment si on ne paye plus par la dette? Ah ben justement, on continue à payer par la dette qui augmente, mais on sait qu'avec les taux d'intérêt qui remontent, on voit les États qui commencent à dire « Ouh là là, mais mon poste d'intérêt de la dette, ça monte, j'ai plus d'argent pour aller pour la santé, pour les autoroutes, pour la police, pour la justice, pour l'armée. » Et donc on voit tous les troubles qu'il y a politiques dans le monde qui sont liés à ça. On a quand même eu, en l'espace de 2 mois, après l'arrivée de Trump au pouvoir, on a eu 3 gouvernements qui ont sauté quand même. Gouvernement français, gouvernement allemand et puis gouvernement canadien. C'est intéressant de voir ça. Et à mon avis, il y a évidemment une dimension idéologique, mais il y a aussi une dimension économique, c'est-à-dire une question d'argent. Hein. Parce que c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, il y a eu des tensions entre le chef de gouvernement, qui était soit le président, soit le Premier ministre, ça dépend des régimes, tensions entre le chef de gouvernement et son ministre des Finances. Comme par hasard, comme par hasard. Ah oui, c'est pas le ministre des Sports et de la Jeunesse. C'est pas le ministre des Sports et de la Jeunesse. Et la tension vient d'où? Elle vient du fait que, évidemment, avec l'arrivée de Trump, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura moins d'argent américain déversé dans les grandes institutions internationales. Donc peut-être que Trump financera moins, je ne sais pas moi, le NATO, là, comment on appelle ça, l'OTAN. L'OTAN, l'OMS, l'ONU, tous ces trucs-là. Bon, alors si les Américains sortent, il y a la guerre en Ukraine, etc. Donc si les Américains disent « mais moi j'arrête de payer », qu'est-ce qui se passe? Il y a les gouvernements des autres pays qui se disent, ils ont 2 possibilités. Soit ils disent « bon ok, on se retire, donc on se renie, on mange son chapeau », soit ils disent « non, non, on continue ». Et on va remplacer en payant à la hauteur de ce que payaient les Américains. C'est la tentation, c'était la tentation de ces chefs d'État. Mais évidemment, tu as le ministre des Finances derrière qui dit « mais on n'a plus d'argent ». Exactement. Moi, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Oui, bien sûr. Bruno Le Maire, il disait « moi, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, hein, ouais. il disait « moi, voilà, j'y voyais pas trop bien et on m'a quand même demandé, en gros, de fermer ma gueule. » C'est à peu près ça qu'il dit, lui, quand on l'écoute. C'est absolument ce qu'il a dit. La tension en Allemagne est exactement de même nature, c'est-à-dire une tension entre Scholz et son ministre des Finances. Et puis, on l'a vu au Canada, c'était sa vice-première ministre de Trudeau, qui était sa grande copine depuis son élection. Et ça a été la rupture. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, finalement, il y a un problème d'argent. Il y a un problème d'argent qui est lié à ces déséquilibres-là. On ne peut plus continuer à consommer au-delà de ce qu'on produit. Simplement, le rééquilibrage, c'était la question que tu posais au départ, il devrait se faire, etc. Oui, il devrait se faire, et il faut qu'il se fasse. Mais il n'est pas en train de se faire pour l'instant. Et donc, d'où les créations de toutes ces tensions et des instabilités qu'on voit, qui sont non seulement économiques, mais politiques. Aujourd'hui, la Chine est encore en train d'exporter comme des dingues. Elle accumule des dollars, elle ne les investit pas encore massivement comme on pourrait l'espérer. Par exemple, dans sa zone, on pourrait espérer qu'il y ait des grands programmes de financement d'infrastructures dans toute l'Asie du Sud-Est financés par la Chine. Bah oui. Ah bah oui, mais non, on a beaucoup d'argent qui sont dans les banques à Hong Kong. C'est du l'ordre de beaucoup, hein, c'est 1000 ou plus de milliards qui sont là dans ces... 1000 à 2000 milliards. Oui, c'est assez, on se demande à quoi ça sert. Alors que c'est très intéressant d'avoir ces réserves, mais elles ne sont pas encore utilisées pour de l'investissement productif de type infrastructure. Donc on est dans une situation d'attente. Donc ce qu'on avait dit sur les obligations chinoises, c'est-à-dire les obligations chinoises sont très intéressantes parce que l'objectif de la Chine, c'est de faire d'être un peu la Bundesbank de l'Asie. Ouais. Donc ils ont une obligation de 2 choses, que les taux d'intérêt payent bien au-dessus de l'inflation,
Bon, bref, les obligations sont bien rémunérées et on fait attention à la devise qu'elle ne dévalue pas trop. Bon, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a bien marché. Fantastiquement, enfin, c'est juste dingue, quoi. L'écart entre les obligations chinoises et américaines ou européennes depuis 5 ou 7 ans ou 10 ans est juste dingue. Donc ça a fonctionné. Mais maintenant, le problème, c'est que les taux d'intérêt sont bas maintenant en Chine. Donc les espoirs de gain sur cette partie-là sont beaucoup plus réduits. C'est ce qu'on a dit, on a bien gagné notre vie. Alors, nous, on a commencé à en parler dans la lettre en 2018. Bien sûr. Puis maintenant, on n'en parle plus depuis 1 an ou 2 parce que c'est mature, quoi. Ça reste, on reste encore un petit peu dans certains de nos portefeuilles, mais c'est sûr que la seule façon de continuer à avoir de la performance là-dessus, ce serait une réévaluation de la devise, qui n'est pas vraiment en train de se produire. Tu vois, ça, un petit peu, mais c'est rien du tout, quoi, par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Donc, du côté obligataire, c'est presque un peu la fin d'un cycle à ce niveau-là. Par contre, du côté des actions, c'est toute la question. Nous, on est revenu dans le marché chinois à partir d'août de l'année dernière, parce qu'on a vu qu'il y avait une reprise de la croissance chinoise avec une désinflation, c'est tous les indicateurs qui sont bons pour revenir dans le marché. Bon, et puis il y a eu un grand saut, le marché a pris 30%, puis il a rebaissé de 15%, et puis donc on est dans des espèces de vagues d'hésitation du marché qui se dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revenir vers le marché des actions chinoises maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup de cash dans les banques, parce qu'ils ont une devise qui est encore un peu sous-évaluée, il pourrait y avoir un grand développement. Et puis parce que ce marché n'est pas très mûr, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'une liquidité fantastique. Et puis parce que ça fait des années que le monde entier a dit que la Chine était ininvestissable. Donc dans tous les portefeuilles d'investisseurs sérieux dans le monde, il n'y a pas de Chine. Et donc tout d'un coup, quand ils disent « oulala, si ça repartait la Chine, on pourrait avoir de nouveau des phénomènes comme on a connu en fin d'année dernière, avec il ne se passe rien, ça descend et puis une explosion avec 30%, et puis ensuite ça se restabilise. Donc on est dans ces zones-là. La grande question aujourd'hui, c'est si tu crois que effectivement la Chine va commencer à réinvestir cet argent, va favoriser une hausse de sa devise à ce moment-là, donc favoriser la demande, la consommation intérieure, alors il peut y avoir un boom des actions chinoises de dingue. Et donc, il ne faut pas le rater. Maintenant, c'est une question de timing qui est très très difficile à est-ce que, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit bien que les États-Unis sont en croissance depuis plusieurs années. Le PIB par habitant, il s'est envolé par rapport à l'Europe. Les États-Unis n'ont pas souffert. C'est le moins qu'on puisse dire. La Chine, ça va plutôt mieux que bien, globalement, pour eux. Donc, le niveau de vie augmente, tout se passe bien. Donc, la variable d'ajustement aujourd'hui, d'où viennent les usines chinoises? Elles viennent d'Europe. Bien sûr. Donc, est-ce que quelque part la Chine est encore dans ses ennuis d'un yuan sous-évalué, ennuis entre très grosses guillemets, est-ce qu'ils font pas un peu trop de beurre parce que en fait l'Europe est faible, dans le sens où si on avait un minimum d'ego ou je sais pas comment appeler ça, mais déjà peut-être qu'on mettrait des droits de douane ou au moins on réévaluerait il y aurait si on arrêtait de faire des déficits, tout simplement, on pourrait plus acheter chinois. Si on ne faisait pas de déficit. Et dans ce cas-là, c'est l'industrie française qui remonte. Mais oui. Mais tu vois que... En gros, est-ce que les Chinois, ils sont pour rien? C'est peut-être les Européens qui sont trop nuls, entre guillemets, pour... Les Européens... Du coup, ils en profitent en attendant, quoi. La puissance politique de l'Europe est quasiment inexistante aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. Donc alors, je ne sais pas pour qui, pourquoi, à cause de qui, on peut en débattre pendant des années. Mais effectivement, tu te rends compte que pour reprendre du poil de la bête en Europe, il faudrait, évidemment, travailler plus qu'on ne consomme, produire plus qu'on ne consomme, donc commencer à rééquilibrer les comptes. Pour faire ça, il faudrait aussi avoir un accès à l'énergie qui n'est pas cher. Voilà, il faut arrêter. Bon, on a fait un certain nombre de décisions depuis 3-4 ans qui sont des décisions qui ne vont pas du tout dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a émis plein de monnaie, plein de dettes. La crise du Covid, on a dit, mais restez chez vous, travaillez pas, on va vous soutenir, on va vous protéger. Mais ça, c'est très bien, mais 3 ans plus tard, ça te revient à la figure. C'est-à-dire que tout cet argent qui a été prêté revient à la figure. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tous ces prêts qui ont été avancés en France, par exemple, ils sont en train d'être roulés. Mais les gars, ils vont dire, je peux pas rembourser. Bon, alors on va vous le reporter. On va le repousser un peu. On va le repousser un peu, mais ces prêts, ils sont contre-garantis par l'État. Donc les banques ne souffrent pas. Les banques, ça leur est égal. C'est pour ça que le secteur bancaire français repart. C'est parce que, mais il ne repart pas parce que les finances françaises sont bonnes. Il repart parce que ce poids des finances là qui est dangereuse est sur les épaules du secteur public. C'est un peu la technique du bousier, quoi. Oui. Tu roules ta merde. Bien sûr, bien sûr. Donc le sursaut, tu as raison, c'est qu'en fait, on le sait très bien, il y a une grosse bataille entre les États-Unis et la Chine. Et puis l'Europe est prise au milieu et n'a pas les armes aujourd'hui pour se défendre. Pour se défendre, il faudrait
absolument qu'elle ait une politique énergétique beaucoup plus ambitieuse. Il faudrait qu'elle arrête de penser que la solution, c'est dans la décroissance, notamment énergétique. C'est une absurdité, ça, fondamentale économique. Parce que si on commence à réduire notre consommation, par exemple, d'électricité, ce qui est en train de se produire, c'est toi qui me racontais que tu avais une interview de Pouyanné qui racontait ça, et puis on voit les courbes, c'est ce qui se passe. Bon, mais si tu consommes moins d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça atteint, au bout d'un moment, toutes les infrastructures. Donc tu commences à avoir des routes qui ne tiennent plus la route, si je puis dire, des ponts qui s'écroulent, comme en Allemagne, etc. On ne peut pas maintenir un état des infrastructures de la vie sans avoir une perspective d'accès à l'énergie pas chère, de travail à hauteur, de consommation à hauteur de son travail. Bon, en gros, de sortir un peu d'une certaine forme de laisser-aller. On fera une vidéo sur l'énergie, effectivement, parce que c'est un vrai sujet en Europe qu'il faut traiter. En gros, il y a les déficits et l'énergie, quoi. C'est un peu les deux. Ouais. Mais du coup, en Chine, à quel moment les BYD, les voitures, elles vont aux Chinois plutôt qu'aux Européens, quoi? Eh ben, il faut que les Chinois aient un pouvoir d'achat supplémentaire. Et ça passe par la révélation de la devise. Voilà, parce que s'ils ont un pouvoir d'achat supplémentaire, tout d'un coup, ils ont envie de s'acheter des choses qui sont des produits qui viennent d'autres pays, ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc l'inflation devient extrêmement faible pour eux. Donc un pouvoir d'achat international. International. À partir du moment où ils ont un pouvoir d'achat international plus fort, disons que la devise se réévalue, ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès aux produits internationaux beaucoup moins chers. Donc ça veut dire qu'ils se retrouvent avec un pouvoir d'achat local plus fort. Et donc, ils peuvent aussi acheter leur voiture. Et donc, on peut avoir un rééquilibrage, ce qui serait très sain pour le monde. Ce serait sain pour les États-Unis, pour toute l'Europe. Et ils ne le font pas parce que aussi, il y a des questions monétaires. C'est que la devise chinoise est tirée vers le bas par le yen japonais qui est quasiment au plus bas historique et qui a beaucoup de mal à remonter. Donc, et alors, le Japon est dans cette zone, donc c'est un concurrent. Et on ne sait toujours pas pourquoi le yen est bas, du coup. Le yen est bas aussi parce que les Japonais, on voit bien leur façon ils rentrent dans cette compétition exactement comme les Chinois. C'est-à-dire qu'ils produisent à l'exportation et c'est vraiment une puissance industrielle. Bon, c'est la puissance industrielle comme l'Allemagne. La différence entre l'Allemagne et le Japon, c'est que le yen japonais est très très peu cher. Donc, les Chinois ont réussi quelque part à prendre une grosse partie de l'industrie européenne, mais ils ne peuvent pas. La concurrence de l'industrie japonaise est encore très forte. Donc, ce qui pourrait faire changer tout ça, cette donne, c'est si tout d'un coup le yen japonais remontait. Ce qu'on a connu en fin d'année dernière, en août l'année dernière. Ça avait commencé. Ça avait commencé. Et donc, à ce moment-là, vous avez vu, t'as vu à quel point les bourses ont tremblé. Ont tremblé 20%, le Topix a perdu 20%, les bourses mondiales ont perdu 7%, ça a commencé à trembler. Et puis ensuite, de nouveau, on retombe dans une situation qui est un peu bloquée. Donc, pour revenir à tout ce que tu disais, oui, c'est ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Et les exportations chinoises continuent d'être très, 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 très fortes. Et on n'a pas pour l'instant, on n'a pas de vision encore là-dessus. On non, va voir en 2025. On n'a pas de vision, sauf qu'on a commencé. En tout cas, tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Nous, dans nos portefeuilles, on est revenu sur la Chine, je te dis, en août l'année dernière. Ouais. Et puis, on y est à peu près à hauteur de un tout petit peu moins de 10%. Et puis là, dans la lettre, là, justement, qu'on réécrit, là, on est à combien sur les portefeuilles? Parce qu'on a un portefeuille du rentier et un portefeuille du tacticien. Ouais. Et on est à combien en ce moment? Alors, moi, quand je dis ça, on a un portefeuille, il faut qu'on fasse une émission complète sur un portefeuille. Il y a autant de portefeuilles que de personnes. Mais dans les portefeuilles, on est quand même très fortement encore investi dans les actions, autour de 70%. Donc ça veut dire qu'en fait la lecture qu'on fait du monde entier est encore très positive, très favorable au monde des actions. Ça veut dire qu'on dit non, les affaires marchent bien, les profits augmentent. Évidemment, on a d'énormes problèmes en France et en Allemagne, mais pas dans l'Europe du Sud. Et puis les États-Unis ça va bien, l'Asie ça va bien. Donc en fait on est encore dans une perspective là en début d'année qui est une perspective qui est très favorable au marché des actions. Donc globalement le monde, c'est difficile à dire, mais du point de vue financier, et des profits d'entreprise va bien. Et si vous voulez voir, on a fait de bonnes performances en 2024 sur ces portefeuilles. Oui, c'était très bien. Et puis voilà, on a pris des risques, et les risques ont été bien payants. Voilà. On a pris les deux bons risques, c'est-à-dire les actions et l'or, et ça a très bien fonctionné. Mais c'était les deux classes d'actifs qui ont bien fonctionné. Merci beaucoup, Didier. À bientôt. Oui.